Donc bienvenue à tous et merci d'être venus si nombreux en ce samedi matin de la Toussaint. C'est une preuve de courage et d'intérêt. On est là pour que je vous présente la formation à la création littéraire que j'ai lancée qui s'appelle Écrire. Je suis moi-même écrivain et je suis le premier à trouver que c'est compliqué d'écrire et que ça s'apprend et que ça s'enseigne aussi. Et notamment l'écriture d'un premier roman, qui est le moment le plus compliqué, puisque c'est là où vous apprenez tout sur le tas. Et dans l'ensemble, vous avez 1000 façons de vous perdre lors de cette écriture. En France, pour 100 manuscrits reçus, un éditeur en refuse 99, et encore il est gentil. Et pourquoi il en refuse 99? C'est que 99 de ces manuscrits présentent tous les mêmes défauts, les mêmes faiblesses, que ce soit pour la structure du roman ou son style. Ce qui me fait dire qu'un bon roman, c'est une anomalie statistique. A priori, si vous écrivez quelque chose, il y a de fortes chances que ce soit mauvais, et je suis désolé de vous l'annoncer. Mais c'est la réalité. Et ça a été ma réalité au moment où j'ai commencé à écrire mon premier roman. Le premier jet était mauvais, le second était mauvais, et ça a été un long travail de réécriture et de correction pour arriver à quelque chose de décent et de lisible et de convaincant littérairement. Donc si vous êtes là, c'est que vous posez tous la même question à 1 million d'euros, qui est la dotation du prix Nobel de littérature, c'est comment écrit-on un roman? Alors je vais vous mettre tout de suite à l'aise, personne ne sait comment on écrit un roman, et un écrivain moins que quiconque. Parce qu'un écrivain sait très bien qu'un roman, c'est une réponse formelle à une question formelle, et que tout roman, tout bon livre est une exception. La littérature, ce n'est pas un régime de règles strictes, c'est un régime d'exception. C'est comme le régime des retraites. Dites-vous ça et ce serait beaucoup plus détendu. D'ailleurs, le meilleur conseil qu'on m'ait donné quand j'écrivais, c'est détendez-vous. Parce que j'étais un peu comme ça, stressé, voulant bien écrire, un peu trop cravaté et c'est une bonne manière de mal écrire aussi, la volonté de bien écrire. Ça paraît paradoxal, mais c'est vrai. Donc en fait, il y a une seule règle qui ne va pas vous aider beaucoup pour l'instant, c'est d'enfreindre les règles. Puisque si vous devez enfreindre les règles, qui ne sont que des conventions et des habitudes de pensée, il faut déjà les connaître pour savoir ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est là également où j'interviens, c'est vous transmettre ces règles-là. Donc la littérature, si elle n'est pas faite de certitude, elle est faite avant tout de doute et d'inconfort. Donc là, je suis en train de vous vendre une formation à la création littéraire qui coûte 600 euros. Et je suis en train de vous dire que je vous apporte du doute et de l'inconfort. Je suis un très mauvais vendeur. Et si j'étais un bon vendeur, ma banquière le saurait. Et un bon vendeur vous dirait que, comme tout bon vendeur, il vous vendrait un rêve standardisé. Il vous dirait que c'est simple, il faut suivre la méthode, il faut un début, un milieu, une fin. Ça, on le sait depuis Aristote et tous ces gens-là, donc tant mieux, mais ça ne vous aide pas plus. Et moi, je ne vous vends pas ça. Ce que je vous vends, c'est une manière nouvelle de penser la littérature. Parce que si vous ne pensez pas à la littérature, si vous n'avez pas ce regard et cette distance par rapport à ce que vous écrivez, vous n'aurez jamais la possibilité de travailler votre écriture pour l'améliorer. Et écrire, c'est davantage un savoir-être qu'un savoir-faire. C'est un travail d'introspection et très cérébral et très mental. Parce qu'il y a, comparativement aux autres arts, la littérature est bien moins technique que la peinture ou que le cinéma, où il faut apprendre quand même une part de technique. La technique, tout le monde peut vous l'apprendre. Ce qui importe, c'est la réflexion. Parce qu'un livre, c'est le développement d'une pensée par la structure et par le style qui permet de lui donner une forme. Un livre, c'est une forme qu'on crée. Donc le programme de cette formation, c'est 4 samedis après-midi, les 4 samedis du mois de novembre qui arrivent, de 14h à 19h. Je vous enferme ici et je ne vous lâche pas tant que ce que j'ai à vous dire et ce que vous avez à faire n'est pas réalisé. Donc ça va être plus ou moins violent selon les sessions. J'ai commencé assez gentiment et assez calmement pour ne pas vous achever dès le premier samedi.
Mais voilà, ça va être dense et c'est pour ça que vous venez. Ce sera constitué d'un ensemble de cours et d'ateliers, à peu près un ratio de 2 tiers de cours et 1 tiers d'ateliers, qui seront filmés. Comme ça, si un samedi vous ne pouvez pas venir pour X ou Y raison, vous êtes malade, vous avez un empêchement, vous pouvez les rattraper dès le lendemain. Je mettrai en ligne dans un espace privé les vidéos, avec possibilité de me poser des questions en dessous de la vidéo dans un espace de commentaires, et je vous y répondrai aussitôt. Pour que vous ne perdiez pas une séance. Et c'est une formation qui est destinée aux débutants. Donc que vous ayez rien écrit ou vous ayez commencé un manuscrit dans lequel vous êtes perdu et pour lequel vous cherchez une sortie, une fin, une mise en forme, vous êtes les bienvenus. Parce que quand on commence, et moi c'était mon problème, au début on ne sait pas par où commencer. On a une vague idée en tête et c'est rarement plus que ça, c'est assez nébuleux comme projet. Et donc on se sent dans toutes les directions et très, très souvent on se perd dans le labyrinthe de sa propre imagination et on se disperse, on part dans toutes les directions et finalement on n'arrive nulle part. Et votre manuscrit soit atterrit dans la poubelle d'un éditeur, soit reste enfermé dans un tiroir. Et c'est dommage. C'est dommage parce que sur le tiers de Français qui écrivent, seuls 4% passent à l'acte et encore moins arrivent à publier ce qu'ils écrivent. Et c'est un peu ce que j'essaye de, ce contre quoi j'essaye de lutter. C'est le scandale, c'est pas qu'il y ait un tiers de Français qui s'estiment suffisamment sensibles et intelligents pour écrire. Ça, c'est plutôt une preuve de vitalité de la littérature en France. Le scandale, c'est qu'il y en ait si peu qui y arrivent. Donc ça demande de votre part de l'introspection et de ma part beaucoup de maïeutique, cet art que pratiquait Socrate, et je ne suis pas en train de me comparer à Socrate, qui consiste à aider les esprits à coucher. Parce que quand on écrit, on manque de recul et vous avez besoin de quelqu'un pour vous sortir de la tête de votre manuscrit et vous dire oui, mais là, qu'est-ce que tu es en train de dire? Là, il y a une incohérence, c'est un cliché, il y a un problème de structure. Comment résoudre ce problème-là? Donc je vous proposerai un ensemble en atelier d'exercices pour affiner votre projet, que ce soit définir plus précisément l'argument qui est à la base de votre histoire ou la structure qui va permettre de la développer, ou comment repérer un cliché, etc., etc. Comment apprendre à lire un texte littéraire avec un regard littéraire pour construire et préciser ce regard. Tout ça, c'est des exercices qui se suivent, qui s'apprennent pour s'améliorer. Tout ce que j'ai à dire, je l'ai découpé en 4 grandes parties qui correspondent aux 4 demi-journées de la formation, respectivement la fiction, l'inspiration, la structure et le style. Les 2 derniers, structure et style, étant vraiment les 2 grandes faiblesses d'un manuscrit, surtout du manuscrit d'un premier roman. La fiction, pour commencer. Moi, j'estime que tout roman, même autobiographique, est une fiction, c'est-à-dire la création d'une nouvelle forme de littérature. Parce que même si vous vous inspirez de votre vie personnelle ou de la vie de vos proches pour construire une histoire, il y a une différence entre la littérature et la vie. La littérature, c'est une mise en forme d'une chose informe qui est la vie, qui est le réel, qui est le monde dans lequel nous vivons, qui n'a aucun sens, aucune forme. Et vous, votre travail en tant qu'écrivain, c'est de lui donner une forme à ce chaos-là. Et donc, ça demande et du style et une structure. Et écrire un livre, c'est pour moi faire sécession de la réalité. Un écrivain que j'aime beaucoup et que j'ai la chance d'avoir pour éditeur qui s'appelle Charles Dantzig dit que la littérature est une forme de contestation de la vie. Et je suis assez d'accord avec lui, puisque un moment ou un autre, de manière plus ou moins confuse, si vous écrivez, c'est que vous estimez que le monde ne suffit pas, pour paraphraser le titre d'un mauvais James Bond. Le monde ne suffit pas. Notre vie ne consiste pas exclusivement à se lever le matin pour aller travailler et payer le loyer. Il faut plus pour nourrir l'âme, pour ainsi dire. Et c'est pour ça qu'en tant qu'écrivain, vous devez créer et imposer une réalité qui vous est propre, qui vous est personnelle, qui est littéraire et imaginaire, et ne pas simplement dépendre de la réalité pour créer quelque chose. La littérature réaliste et a fortiori naturaliste est pour moi un grand mythe,
puisque même, mettons Houellebecq, que j'aime assez peu, comme vous savez, même Houellebecq, quand il crée ses livres, impose à la réalité un filtre et ne voit que la laideur du monde et de la vie et la bassesse et la petitesse des gens, parce que c'est un écrivain qui s'aime assez peu et donc qui aime assez peu les gens. Et c'est pas la réalité. D'ailleurs, il n'y a pas de réalité objective. La littérature, c'est pas une science ni une philosophie. C'est un travail d'une subjectivité. Et il y a autant de réalités que d'écrivains, que de bons écrivains. Donc, si vous devez travailler votre subjectivité, vous devez aborder cette grande chose qu'on appelle inspiration. Et là aussi, je vais vous mettre très à l'aise, l'inspiration, ça n'existe pas, puisque les muses sont mortes. Les muses sont mortes, c'est dire que le talent littéraire n'est pas une grâce divine qui vous tombe sur la tête à la naissance. Et si vous l'avez, c'est très bien. Si vous ne l'avez pas, c'est tant pis pour vous. Ça, c'est un mythe romantique, c'est une mauvaise conception de la littérature romantique. Et un reliquat de la culture grecque qui voudrait qu'il faille attendre que l'inspiration nous tombe sur le nez pour pouvoir écrire. Si vous attendez que l'inspiration vous tombe sur le nez, vous n'écrirez jamais. Et moi, je suis plutôt du côté de Cocteau qui dit qu'il faut davantage parler d'expiration que d'inspiration, puisque le travail d'écriture, le travail de la littérature, c'est davantage un mouvement qui va de l'intérieur vers l'extérieur plutôt que l'inverse. C'est un moment ou un autre, quelqu'un a la prétention de dire « j'ai quelque chose à proposer, j'ai une réalité parallèle à imposer au monde et à la réalité dite de la vraie vie », comme on dit vulgairement. Et c'est pour ça qu'il faut, au lieu de travailler votre inspiration et d'attendre que à la terrasse d'un café parisien, vous trouviez le prochain paragraphe de votre livre, travaillez plutôt votre expiration et sachez pourquoi vous écrivez et ce qui vous donne envie de devenir écrivain. Et c'est pour ça qu'il faut travailler ce qui est pour moi les trois grandes qualités d'un écrivain qui sont la sensibilité, l'intelligence et le courage. Proust disait que de plus en plus, il pensait que la sensibilité primait sur l'intelligence, il le dit dans Contre Sainte-Beuve. Et en effet, l'intelligence permet de seconder la sensibilité, mais ce constat, ce ratio en faveur de la sensibilité, c'est encore l'intelligence qui lui permet de le trouver. Donc l'intelligence est nécessaire. Et le courage, qui est la qualité la moins littéraire de ce trio de qualités, quand on commence, c'est la qualité la plus essentielle. Parce que si vous n'avez pas le courage de chercher votre talent, vous ne le trouverez jamais. Et ça, c'est très important, parce que la différence entre un écrivain et un écrivain vérité, c'est la peur. Vélitaire, c'est la peur. Et c'était mon problème pendant de nombreuses années. Moi, je veux écrire depuis l'âge de 8 ans, mettons. Et adolescent, je me suis dit, attention, écrivain, ça a l'air très sérieux, ça a l'air très dur, très difficile. Qui es-tu pour vouloir devenir écrivain? Et de sorte que cette peur, puisque c'était une peur, m'a poussé à vivre ce désir d'écrire comme un fantasme plus que comme une réalité. De sorte que j'ai mis beaucoup de temps avant de trouver le courage de forcer ma peur pour réussir à écrire. Et c'est là aussi mon rôle en tant que prof, c'est de vous forcer un peu la main et de vous imposer déjà la régularité des sessions de cours, et ensuite vous encourager surtout à persévérer, puisque tant que vous n'écrivez pas, vous ne savez pas ce que vous valez, vous ne savez pas si vous savez écrire. Et c'est pour ça qu'il faut que vous appreniez à vous connaître. C'est pour ça que je parlais d'introspection avant. Si vous ne savez pas pourquoi vous écrivez, vous ne savez pas ce que vous voulez écrire. Et c'est pour ça qu'un écrivain, c'est le produit de ses lectures et de ses faiblesses. Ses lectures, parce que c'est ça qui lui donne envie d'écrire préalablement. Et ses faiblesses, parce que votre sensibilité, dans la vie active, en général, c'est pas une qualité. Je suis désolé de vous le dire. Mais la sensibilité, c'est ce qui vous empêche d'être productif, c'est ce qui vous empêche de travailler très sérieusement et dans les rangs de la vie active. Mais
la sensibilité se nourrit d'un nombre de faiblesses, de failles, d'inhibitions, de peurs qui vont être le terreau, qui vont constituer la source même de votre littérature et la matière de votre littérature. Et si vous n'apprenez pas à vous connaître, vous n'apprendrez pas à savoir ce que vous voulez écrire. Et pour trouver sa voie, il faut avant tout travailler son regard. C'est pour ça que j'insisterai beaucoup sur l'apprentissage et la réapprentissage de la lecture, qui est pour moi un geste excessivement créatif et actif, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On pourrait a priori dire que écrire est plus actif que lire. Et moi, au contraire, j'estime que la lecture est plus créative que l'écriture. Et l'écriture, au contraire, est un sport de destruction. Les facs américaines enseignent des masters de creative writing et moi j'enseigne le destructive writing. Parce que quand on écrit, on détruit ses préjugés, ses peurs, ses inhibitions, les conventions et les règles établies par les écrivains qui vous précèdent. Et vous, votre rôle en tant qu'écrivain, c'est d'imposer votre littérature. Ce n'est pas de refaire ce qui a été déjà fait, c'est pas de quoi que ce soit, c'est un principe de destruction. Et au contraire, la lecture nécessite excessivement la participation du lecteur pour donner vie au texte lu. Un livre, c'est une interface entre un auteur et un lecteur, et s'il n'est pas lu, il n'existe pas. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de ensemble réapprendre à lire. Et travailler le noyau dur de votre sensibilité. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cette fêlure, pour reprendre le thème de Fitzgerald, qui va signer la spécificité de votre littérature. Un écrivain qui est lisse et pour qui tout va bien, c'est pas un écrivain. Je vais être méchant, mais c'est Marc Lévy. Et c'est gratuit et c'est facile parce que ça ne sert à rien de comparer quelqu'un qui ne sait pas écrire à quelqu'un qui sait écrire. Mais les bons sentiments ne font pas de la bonne littérature, et donc à partir d'un moment, il faut un peu creuser et vriller dans ce noyau dur de sensibilité pour trouver ce qui fait votre spécificité en tant qu'écrivain. Voilà, on va aborder quelque chose qui me tient très à cœur, ce qui est la structure d'un roman, parce que quand on commence, ça ressemble à un plat de spaghettis et ça ressemble à rien. Et ça demande énormément d'efforts et de concentration pour donner forme à un roman. Et déjà, dire que la structure résiste au passage du temps. C'est ce qui donnera la dureté nécessaire à votre livre pour résister à l'érosion du temps. Si votre livre est mou, il disparaîtra aussitôt publié. Et donc, c'est une structure, ça apporte 3 qualités: densité, cohérence, dureté à votre livre. Et c'est ça l'essentiel de l'enjeu structurel d'un roman. Sans aller dans des théories compliquées, la structure d'un roman, c'est à partir d'un argument de base qui est, mettons, une histoire d'adultère, créer autour de cet argument un maillage plus ou moins serré, plus ou moins dense, de lignes thématiques qui s'entrelacent et qui vont permettre de créer le soubassement, la base qui va sous-tendre la forme générale de votre livre. Et si vous n'avez pas cette science de la structure, parce que là, pour le coup, la structure fait beaucoup moins appel à votre sensibilité qu'à votre intelligence. C'est l'aspect analytique de votre cerveau que ça nécessite. Et également, il faut apprendre à organiser l'impatience du lecteur. On vit une époque formidable où les gens sont de plus en plus pressés, où les gens ont moins en moins de temps pour lire parce qu'il y a les jeux vidéo, parce qu'il y a Facebook, Twitter, n'importe quoi, et c'est très bien. Parce que ça permet de séparer la bonne littérature de la mauvaise littérature. La mauvaise littérature, c'est la littérature qui répète une sensibilité passée au lieu de trouver la sensibilité du temps présent. Et une sensibilité qui s'accorde à la sensibilité du temps présent. Ça ne sert à rien d'écrire un roman comme on l'écrivait au XIXe siècle. Ça ne sert à rien. Il est déjà écrit, le roman du XIXe siècle.
il faut trouver la littérature de votre présent et votre littérature. Et je terminerai par le plus important, qui est le style. Même si vous avez une structure un peu foutraque, et c'est normal pour un premier roman, ça, personne vous fera le grief, à part si c'est un mauvais éditeur, de vous dire « Ah oui, mais tout de même, il y a un peu de mou au milieu ». C'est son travail de vous aider à améliorer cette partie-là. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que si à toutes les pages de votre roman, il y a 20 clichés et tout ce que vous voulez comme défaut et faiblesse stylistique, ça c'est sûr, l'éditeur ne lira même pas 10 pages de votre livre et vous enverra une type de refus parce que c'est quand même assez dur de dire à quelqu'un qui ne sait pas écrire. Rémy de Gourmand, dont vous faites le centenaire de la mort cette année, définit avoir un style comme parler au milieu de la langue commune un dialecte particulier. Et il rajoutait tout de suite après, faire en sorte que ce dialecte particulier soit la langue d'un seul et le langage de tous. Ce qui veut dire que la langue littéraire n'est pas la langue commune. La langue commune, c'est la langue de la conversation quotidienne, c'est la langue de tous les jours, qui est faite de clichés, qui est faite d'approximations, qui n'a pas de forme. La langue littéraire, c'est autre chose. On ne vous apprend pas la langue littéraire à l'école, au collège ou au lycée. C'est quelque chose qui s'apprend, qui se travaille plus ou moins intuitivement quand vous lisez et que vous devenez un bon lecteur. Mais c'est un écart de langue, la littérature. Ce n'est pas un copier-coller de la langue commune. Et même les écrivains qui passent pour très naturels et décontractés et qui essayent de restituer le rythme et le phrasé d'un langage naturel comme les poètes beatniks, personne ne parle comme ça en fait. Et même le monologue intérieur de Virginia Woolf ou de James Doyle, personne ne pense comme ça. Parce que la pensée n'est pas exclusivement faite de phrases. C'est un ensemble de mots, d'impressions, pas forcément verbalisées. Et il faut avoir conscience de cet artifice de langage pour pouvoir le travailler au plus près, le plus finement possible. Et Gourmand parle d'un style et pas du style. Ça, c'est une mauvaise conception qu'on peut avoir du style en littérature. C'est de croire qu'il y ait un style universel et que soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Votre travail, ce n'est pas d'avoir du style, c'est de trouver votre style à vous. C'est un travail très personnel, très opiniâtre, que vous devez mener tous les jours. Et vous pouvez en avoir plusieurs, comme Picasso avait eu la période bleue, la période rose, et vous pouvez soit simultanément, soit successivement dans le temps, avoir différents styles pour différents livres. C'est pas un problème, vous n'êtes pas ce bloc monolithique qui n'est qu'une manière de traiter la matière de sa littérature. C'est une manière de préciser une égalité entre la forme et le fond. C'est pas ces deux caractéristiques de votre roman, c'est pas séparable. Ce qui est mal pensé est mal dit. Et c'est pour ça que si vous devez en même temps travailler le fond et la forme, puisqu'une pensée qui n'a pas de limite, qui n'a pas de forme, ça n'existe pas. C'est comme ça. Et comme je suis gentil, je vais vous donner un conseil à emporter avant que vous finissiez votre thé et vos chouquettes. Pour bien écrire, il faut écrire avec l'imagination du lecteur. C'est contre-intuitif, c'est paradoxal. J'ai passé 1 heure à vous expliquer que l'important, c'est votre subjectivité, c'est votre sensibilité, c'est votre intelligence. Mais c'est comme au poker. Vous ne jouez pas avec les cartes que vous avez en main, vous jouez avec celles de vos adversaires. Et là, vous ne jouez pas avec votre imagination, vous jouez avec celle de votre lecteur. Puisque, encore une fois, si le livre n'est pas lu, il n'existe pas. Et si le livre n'est pas interprété, il n'existe pas. Et donc, si vous n'arrivez pas à entrer en effraction dans l'imagination de votre lecteur, et si votre lecteur n'arrive pas à savoir ce que vous voulez dire dans cette scène, et à vous aider à donner forme et vie à des personnages, à une scène, une séquence, c'est un monde mort et mort-né que vous avez créé.
Et c'est pour ça que si j'ai un conseil à vous donner en apéritif, c'est arrêter de prendre les lecteurs pour des abrutis. Et je ne sais pas pourquoi, dès qu'on commence à écrire, on a ce travers de se dire attention, le lecteur ne va pas comprendre ce que je veux lui expliquer. Déjà, se dire qu'il faut expliquer quelque chose à l'auteur, c'est très mauvais signe. Il faut lui suggérer plutôt. Et à partir de ce moment-là, on commence à mettre des sous-titres à ce qu'on essaye de créer. C'est comme si vous regardez un film français avec des sous-titres français. Il y a quelque chose en trop là-dedans. Et donc, il faut arrêter d'expliquer, de mettre des sous-titres et essayer de pratiquer ce que les Américains résument assez succinctement dans la formule show, don't tell. C'est un art du dévoilement, pas un art rhétorique de sophiste qui cherche à prendre le lecteur par la peau du cou et lui dire voilà ce que j'ai à te dire, voilà ce que j'ai à te montrer, c'est comme ça que tu dois penser. Parce que dès que vous lui dites ça à votre lecteur, vous lui retirez la seule liberté qu'il a, c'est d'interpréter ce que vous avez écrit. Et la littérature, c'est un art de l'interprétation avant tout. Et pour ceux qui n'ont pas été découragés et au contraire motivés par cette présentation, je vous offre 30% de réduction ce week-end en tapant le code brunch au moment de l'achat pour avoir une formation à 400 € à la place de 600 €. Voilà, je vous remercie.